à autre chose. Alors, comme vous avez vu sur le programme, je crois, je vais reprendre exactement les termes. On parlait de back-office et plus précisément de la data science pour optimiser les activités de back-office. Alors dit comme ça, bon, bah voilà, on se dit oui, bon, bah voilà, back-office, front-office, on peut avoir des optimisations dans tous les sens. Là, ce qui est intéressant, c'est que chez Natixis, en fait, ils ont utilisé ces technologies pour optimiser la gestion des dossiers de prêt, si je ne m'abuse. Et donc, ça concerne tout le monde, donc tout le monde sait à peu près comment ça marche. Et vous allez voir comment, grâce à ces technologies, entre autres SparkML, si je ne m'abuse, on peut améliorer non seulement la pertinence, mais aussi la gestion du processus. Je vous demande donc d'accueillir nos deux invités de Natixis et notre troisième d'Indexima. Bonsoir. Alors, il est 16h30, vous avez mangé il y a 2h30, vous commencez à être fatigué. On va parler data science, BI, financement, ça va être trop cool. On va parler des deals et de comment ça marche les deals. On va parler d'algo, ça va être top. Donc j'espère que vous n'allez pas vous endormir. L'idée, c'est que ce soit assez ouvert. Donc si vous voulez poser des questions, allez-y. Et vous pouvez les poser maintenant, mais je ne sais pas si on aura trop le temps, donc vous pouvez aussi venir nous voir. On sera tous les trois dispo sur le stand A9 cet après-midi, et puis aussi demain, évidemment. Alors pour parler, nous avons aujourd'hui Florian, qui travaille chez Natixis, qui est lead Big Data et PO de la plateforme Hadoop. Ouais. Merci d'avoir ri. Nous avons aussi Michael, qui est expert data science dans la fameuse équipe... ah super, je vois l'écran. Dans la fameuse équipe 89C3R de Natixis. Pour les initiés, c'est important. Et moi-même, je suis en charge des opérations chez Indexima, et je vous parlerai d'Indexima un peu plus tard. Vous connaissez déjà Natixis normalement, mais Indexima, vous connaissez moins, je pense. Bah justement, je ne sais pas si tout le monde est bien au fait par rapport à Natixis. Et donc, on va un peu introduire le contexte et expliquer après ce qu'on a essayé de faire. Donc là, vas-y. Donc Natixis, c'est une filiale BPCE. Avant tout, c'est une banque. Si tu peux passer. C'est une banque internationale qui a des expertises. Alors c'est plus du service financier, hein, mais on est plutôt sur la banque clientèle, de l'assurance, des services financiers spécialisés. Mais alors surtout ce qui est intéressant pour aujourd'hui, parce que finalement c'est pas forcément la banque qui nous intéresse le plus pour cette fois-ci, c'est le programme stratégique pour 2020 qui met en avant l'utilisation de la donnée. Et par rapport à ça, aujourd'hui on a une plateforme Hadoop dont je m'occupe, qui est sur la zone EMEA, et en plus avec sur Hadoop, Indexima. Alors chez nous, concrètement, Indexima, comment ça se passe? C'est une relation qui date d'il y a 3 ans. Je pense que c'est ma plus longue relation, en termes humains, hein, entre les outils de DataVis et les outils de data source côté Natixis. Donc aujourd'hui, nous, on a une roadmap BI qui est assez simple. On a 3 outils de DataVis, bon, Excel, Tableau et Power BI, mais surtout les data sources. C'est une plateforme Hadoop. On a aujourd'hui plus de 110 applications qui sont sur cette plateforme-là. Et aussi des bases comme Sybase, Oracle pour amener de la donnée sur la plateforme. Mais en fait, Indexima, c'est bien plus que ça. Donc je pense que Nicolas va... Je vais en parler un petit peu, effectivement. Donc Indexima chez Natixis, c'est un middleware qui se positionne, comme vient de le dire Florian, entre les outils de restitution, donc ici Power BI, Tableau, Excel, et là où se trouve la data. Donc la data chez eux, c'est du monde relationnel habituel. Donc du Sybase et de l'Oracle, et c'est aussi de la data qui se trouve dans Hadoop. Et Indexima, c'est le Data Hub qui vient accélérer la restitution sur ces datas-là. On parle de grosse volumétrie de data. Vous êtes au salon Big Data, chez eux, je crois que la totale du warehouse, c'est quelque chose comme 50 Tera de data. Même plus. Même plus, d'accord. Donc c'est pas mal, quoi. Enfin, à vous de voir si faire de la BI sur ces volumétries-là, c'est pas mal, mais ouais. Et Indexima ne travaille pas que chez Natixis. Et attention, transformation du slide.
On travaille avec beaucoup d'outils de restitution, donc évidemment Tableau, Excel, Power BI, mais aussi Microstrat, Cognos, Toucan, Superset, bon, bref, tous les outils de restitution du moment et aussi ceux du passé. Parce qu'on travaille aussi avec les gens qui font de la BI des années 80. Donc je peux travailler avec vous aussi si vous voulez. Et d'un point de vue data source, oui, quand vous voulez, au stand A9. Et d'un point de vue data source, ça peut être de la Hadoop comme chez Natixis, mais le data lake peut se trouver aussi dans le cloud. Donc il peut se trouver sur Azure, sur Google ou sur Amazon. Et votre data n'est pas forcément dans un data lake, elle peut aussi être dans un data warehouse, donc un data warehouse standard type Oracle, Teradata, SQL Server, pourquoi pas. Mais aussi les data warehouse tendances type Snowflake, BigQuery, qu'on vient optimiser, accélérer, on vient vous aider à optimiser vos coûts et vos temps d'accès sur des Snowflake et des BigQuery. Et je serais ravi de vous expliquer dans le détail, plus tard, sur le stand A9, comment on fait. Et aujourd'hui, on va parler de data science. Indexima simplifie et accélère la BI et se projette et avance en ce moment. Et les premières features ont été déployées chez Natixis et chez Biotopia, un autre atelier produit qui a eu lieu ce matin, sur de la data science. À toi de jouer. Et justement, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors, juste pour... on va se replacer exactement où on est à Natixis. Donc là, c'est plus sur le secteur de la banque en clientèle. Et on est au niveau international. Alors là, on va prendre plutôt... On sera sur les données Europe. On ne sera pas sur les données Asie et nord-américaine. On va vraiment se placer sur l'Europe. On va être au niveau des financements. Mais alors là, ça sera des financements pour les grandes entreprises. Ça ne va pas être des financements pour le particulier. On va comprendre la différence. Je vais expliquer juste après. Et nous, justement, par rapport à ça, au niveau de la BGC, pour les financements, on gère des contrats. Donc on initie des deals avec des sociétés Air France, L'Oréal, qui vous voulez, en fait, peut-être que vous êtes dedans déjà. Et donc, juste pour expliquer, on va rentrer un peu dans cette complexité-là. C'est pas si simple que ça à gérer en fait un deal au niveau, dès qu'on commence à parler de grands comptes. Parce que ça peut être plusieurs emprunteurs. Air France, c'est pas juste une entreprise, ça peut être plusieurs filiales. Il y a Natixis qui va initier le deal, mais derrière Natixis, sur la slide... Attends, oh, il y en a rien. Sur cette slide-là, vous voyez qu'en fait, vous pouvez avoir en fait, des pools de banques, vous pouvez avoir des banques cachées, des banques silencieuses, comme on dit, des rétrocessions. Derrière un deal, en fait, vous avez des facilités de tirage, parce que quand on emprunte 1 milliard, on ne va pas utiliser 1 milliard, à moins que si vous avez vraiment un gros besoin d'achat d'un coup. Et derrière ces facilités de tirage, en fait, vous faites plusieurs petits tirages, et chaque facilité, en fait, a des conditions spécifiques, des devises spécifiques. Et donc, finalement, quand on essaie de résumer un peu, et c'est justement cette slide-là, ça fait beaucoup d'acteurs, beaucoup de montants à gérer, des gros montants. On n'est pas sur 30 000 € de prêt étudiant. On a du risque, on a des conditions, beaucoup de conditions, des garanties. Nous, on ne demande pas juste l'avis d'imposition de papa. Là, on demande beaucoup plus de choses et on est sur plusieurs devises. Donc là, on voit qu'il y a une complexité qui naît autour des deals. Et c'est là où est né, je pense, le projet par la suite. Parce qu'au tout début, quand on essaie de monitorer une activité de back-office, là, c'est la slide suivante. Ah oui, bon bref. Bon, les deals, c'est pas simple et on se pose beaucoup de questions dessus, c'est pour ça. Et en plus, quand on essaie de monitorer une activité de back-office, bah voilà. Donc là, on a un peu flouté pour éviter de voir les chiffres. Mais en gros, en quelque sorte, c'était de l'Excel pur. On avait les activités, on essayait de voir quand est-ce que tel deal avait été prêté à temps, quel deal était en retard, et essayer de comprendre par la suite pourquoi c'est en retard. Alors ça peut être à chaque fois dû à l'interne, dû à l'externe, il y a plusieurs biais possibles, plusieurs patterns à étudier, sauf que le problème c'est que c'était fait manuellement. Donc après on a essayé avec le data lake, commencer à historiser un peu toutes les données, on commence à historiser la base opérationnelle chaque jour, on commence à avoir un monitoring, on arrivait voilà, à faire des choses un peu plus user-friendly pour les utilisateurs du back-office, mais malgré tout, ça restait post, c'est-à-dire on était post-action. Post-réalisation, on ne pouvait pas vraiment revenir dessus, on pouvait juste apprendre de ce qu'on avait fait. Et justement, dans la notion d'apprentissage, c'est là où est née après l'idée du projet. Parce que on s'est dit, mais au lieu finalement de monitorer une activité via de la BI, ok, c'est cool, on a un historique, c'est très sympa de savoir qu'il y a 3 mois, j'ai raté un truc. Et ben, le but du jeu, c'était mieux aider nos métiers, donc finalement les gestionnaires back-office, à comprendre les éléments de complexité du deal afin de les aider dans leur quotidien, mais aussi découvrir des patterns, confirmer des insights, des choses qu'ils ressentaient eux, mais qu'on n'arrivait pas à mettre concrètement sur le papier.
Et donc là, ça a été un projet en accord avec la 89C3R, qui est la Digital Factory de Natixis, qui permet en fait à des entités comme la BGC, qui a du quotidien à gérer, du run à gérer, des projets déjà en cours, de s'ouvrir avec une palette parfois de data scientists, d'experts sur d'autres sujets. Et voilà, ça permet d'agrémenter les équipes et d'enrichir les équipes sur des sujets sur lesquels, des fois, on ne maîtrise pas du tout. Donc concrètement, tu as des deals. C'est assez compliqué de monitorer l'activité de ces deals. Et le monitoring ne suffit pas. Tu te poses des questions et tu as envie d'avoir un peu de prédictif dedans. Oui, Nicolas, c'est tout à fait ça. Merci. J'essaye de rattraper ceux qui arrivent maintenant ou qui ont décroché. Alors, pour mettre en place notre projet, nous avons suivi un processus assez classique en data science, donc à savoir une extraction de données depuis notre data lake. Une fois ces données extraites, on applique divers traitements pour la préparation, comme le nettoyage, la binarisation, les pivots, des agrégations, des encodages. Une fois ces données préparées, bien, on est capable de faire tourner notre apprentissage pour avoir notre premier modèle. On évalue les résultats de ce premier modèle et tant qu'on n'est pas satisfait, eh bien, on itère sur ce processus. Une fois que le modèle nous convient, on est capable de le déployer dans notre environnement cible. Et donc, à partir de nouvelles données, on peut déjà, on va appliquer les mêmes préparations sur ces données et faire donc des prédictions sur ces nouvelles données. Une fois les prédictions effectuées, on les stocke dans une base de données qui va permettre de faire les visualisations qu'on souhaitait pour le métier. Attends, et juste au niveau de l'itération, parce que là on a beaucoup travaillé avec Mickaël là-dessus, on a eu pas mal, voilà, on a eu des insights qui ont commencé à ressortir qui étaient hyper intéressantes, et d'autres en fait on a commencé à découvrir des biais. Et donc cette étape d'itération, elle a duré, et c'est là où on va voir, elle a duré quand même pas mal de temps. Et donc justement le projet Data Science, ça a coûté... Voilà, donc quelques chiffres pour illustrer le projet. Donc c'était 3 langages ou frameworks engagés, du Python, du SQL, du Spark, du Scala. 6 extractions à chaque itération. Voilà, 2 environnements techniques, un plus pour la BI, un pour la partie Data Science. Donc plusieurs centaines de tables à explorer, et c'est surtout ça qui nous a pris beaucoup de temps. Et donc par rapport à la préparation que j'ai mentionnée tout à l'heure, donc 8 étapes de transformation, du cleaning, la binarisation. Et là, comme le modèle était assez compliqué, généralement on dit 80% du temps, mais là on peut estimer que ça nous a pris 90% du temps. Donc voilà, et en plus, une fois le modèle réalisé, on l'exporte en librairie Python. Voilà, et donc ça nous a pris 2 mois et demi environ, soit 60 jours. Voilà. Et justement, au niveau des tables, ce qui est compliqué, c'est qu'on tape sur les données back-office. Les données back-office, ce n'est pas forcément fait pour faire de la BI. C'est des tables qui sont là derrière des IHM. Donc en fait, on a pas mal de tables techniques, des mini-tables pour jointer. Donc en fait, c'est là où il y a eu un gros travail de préparation. Et c'est là où je pense que les 90% du temps, ils ont tapé là-dedans, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, a priori, ça ressemble à beaucoup de projets data science que vous avez déjà, sur lesquels vous avez déjà travaillé si vous êtes dans la track tech et que vous essayez de déployer en prod en ce moment. Et l'industrialisation de ce type de projet est complexe et c'est un sujet aujourd'hui en entreprise. Et c'est pour ça qu'Indexima travaille à simplifier la data science et à exposer des modèles de data science en SQL depuis quelques semaines. Alors concrètement, de quoi on parle? Si on reprend le modèle de Mickaël, qui est un modèle vraiment standard, hein. J'extrais de la donnée, je la mets dans une plateforme dédiée à la data science en haut, le rond que vous voyez en haut, et j'itère. Je fais de la préparation de données, ça me coûte cher, je entraîne mon modèle et j'itère avec les métiers et je me débrouille pour que le métier puisse suivre un petit peu ce qui se passe dans mon modèle de data science sans le déployer. Parce que pour le déployer, il faut que je fasse quoi? Il faut que je prépare un package Python qu'il va falloir déployer sur la plateforme. Et puis derrière, je vais devoir repréparer la data de prod, etc. Je n'ai pas forcément envie de faire ça 50 fois. Donc, je bricole. C'est ça, hein. Vous avez mis, pour ne pas le citer, de l'élastique, du Kibana pour pouvoir montrer les choses. Mais ce n'était pas prévu, ça ne faisait pas partie du flux initial. Oui, on avait besoin de voir rapidement les résultats du modèle, donc on a fait avec les moyens du bord. Ouais. C'est la première phase au niveau du training en fait, où on a dû
avoir l'élastique pour avoir les insights qui ressortaient et dire ok là c'est intéressant, c'est pas intéressant. Donc, une nouvelle remets dans la techno à mettre en place, des nouveaux process, bref, de la complexité. Et ensuite, une fois qu'on est content, on déploie le modèle. Et cette nouvelle data qui arrive, il va falloir faire les mêmes étapes de préparation pour appliquer le modèle et storer les prédictions. Aïe, tout ça, ça fait super mal. Qu'est-ce qui se passe chez Indexima? Attention, transformation de slide, suivez bien ce qui se passe à l'écran. Il y a beaucoup d'étapes qui sautent. Quelles sont les étapes qui ont sauté? Principalement les étapes de préparation et les étapes de déploiement. Pourquoi? Dans Indexima, et la data science dans Indexima, c'est quoi? C'est je crée un modèle à la volée sur la même plateforme. Je reste au même endroit et je le crée en SQL. Je n'ai pas besoin d'engager un nouveau langage, du Python, du R, du Scala, pour créer mon modèle. Je le crée directement dans la plateforme. Je vais pouvoir itérer, évaluer directement aussi sur la même plateforme. Ça ne change pas. Hein. Il y a un moment, il faut quand même choisir ses hyperparamètres et vérifier, évaluer N fois que ça se passe bien. Mais derrière, pour le déployer, qu'est-ce qui se passe? J'ai juste une jointure à faire. J'applique une jointure en SQL et du coup, je montre à mon métier d'1,77 m à peu près. 82. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Je montre à mon métier directement dans Tableau, dans son outil de Restit habituel. Je lui montre directement les résultats. Alors, ce n'est pas l'étape d'évaluation. Hein. L'étape d'évaluation, elle se fait sur les algos. Mais c'est une étape de démonstration. Et on va pouvoir itérer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus souvent. Concrètement, à quoi ça va ressembler? Hop, j'avance un peu parce qu'il me reste 2 minutes 16. Donc ça, c'est la data vis que vous aviez donc dans Tableau qui pointe sur Indexima. Sur ce même Indexima, je vais créer un modèle. Donc c'est une simple instruction SQL, create model, on va l'appeler random forest model par exemple, from deal training data, donc from une data échantillonnée. Et dedans, on va y passer le paramètre du type d'algo. Ici, c'est un random forest. Ça va générer quoi? Une nouvelle colonne qui s'appelle delay prediction. Et on va y passer différents hyperparamètres. En l'occurrence, ici, on y passe 3 hyperparamètres, le numtree, le maxdef et le maxbeans, qui sont à 20, 5 et 32. Et derrière, pour le consommer, ce modèle, ça va être une simple jointure dans votre outil de restitution. Donc le modèle est vu comme une table qui vient se poser à côté, et vous n'avez plus qu'à joindre la data, la nouvelle data, donc la data prod réelle, avec cette construction de modèle, et vous faites un select de la data enrichie de la data prédite. Votre sélection va générer des nouvelles colonnes. Et les colonnes sont quoi? Sont les colonnes de prédiction. Donc vous pouvez consommer en direct, en SQL, votre modèle créé lui-même en SQL sur la même plateforme. Il y a eu un seul langage engagé, SQL. A priori, vous l'avez tous entre les mains. Aucun mouvement de data. On est resté sur la plateforme, on est resté au même endroit, la data n'a pas bougé. Un seul environnement de travail, il n'y a pas eu besoin de passer par du Jupyter ou un autre environnement de data science. Les étapes de transformation ont été en partie automatisées. Tout ce qui est binarisation, pivot, agrégation, ça fait partie de l'étape de création de modèles. Donc c'est automatisé, il n'y a plus de data scientist qui passe 90% de son temps à créer et à faire du data engineering. Et aucun packaging, vous êtes resté dans la même plateforme, donc il n'y a pas besoin de revenir vers la plateforme de prod, vous y êtes resté. Hop, les itérations étaient plus rapides et je me dépêche, il te reste 7 secondes. Donc en gros, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'à la fin, on a un outil de data vis. Donc là, on a pris le tableau, on aurait pu prendre Power BI, sur lequel on a jointé le modèle. Et derrière, on arrive direct à afficher au métier ce qu'on a fait en termes d'IT. Et justement, juste pour conclure, si tu peux mettre genre toute la... Ouais, on va passer. Alors, bon. En fait, d'un côté, on se pose toujours la question au niveau des data scientists dans les grandes entreprises, est-ce qu'on les met côté IT ou est-ce qu'on les met côté métier? Et là, ce qui était intéressant, c'était qu'on avait le pont entre les métiers et la DSI grâce au plugin, parce qu'on pouvait avoir notre algo de data science connecté à nos données indexées sur lesquelles en fait, on sort déjà nos insights, nos data vis, et on pouvait appliquer des modèles. Et justement, ce matin, quand on entend le président de Boston Consulting Group Europe là, dire que quand on doit penser finalement data science, il faut le penser directement en production et puis en MVP. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut direct industrialiser en fait, de la data science avec ce plugin-là. Moi qui fais le pont entre les métiers.
Bon, on est à votre dispo pour répondre aux questions. Peut-être une ou deux maintenant, sinon sur le stand stand à 9. On a le temps de prendre une ou deux questions, effectivement. Donc, rapidement, je vous invite à me lever la main si vous avez une question, à répondre. Voilà, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Je vous demande juste de vous présenter vraiment en 2 phrases maximum courtes, et ensuite à poser votre question. Voilà, nous avons une question là au milieu, monsieur là-bas. Bonjour, Julien Leguillaume, toujours au groupe SEB. Je voulais savoir, puisqu'on parle de la mise en production en direct, on va dire, des modèles, comment vous gérez le versionning et le release des modèles et comment vous y associez éventuellement les jeux de données d'entraînement pour pouvoir faire des analyses a posteriori sur la performance des modèles en production. Alors, sans rentrer dans le détail, concrètement, comme votre modèle est une structure qui va ressembler à une table, finalement, dans votre data warehouse, dans Indexima, derrière, ça va être dépendant de l'organisation. Vous pouvez le gérer avec des schémas, avec du nommage. Enfin, bon, ok, on est passé au slide suivant, pardon. J'ai été déstabilisé. Mais ça va être la suite de votre data management et de l'organisation de vos catalogues internes. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ok, est-ce qu'on a encore le temps pour une question? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a levé la main? Est-ce qu'il y a une question quelque part? 1, 2, 3, adjugé. Merci Ciao. messieurs, ben, ça tombe bien, on conclut sur la suite. On conclut sur la suite puisque... Merci beaucoup messieurs pour votre prestation.